Tesla, 5 minutes, très bien, post-market. Ah oui, il faut que je le mette en grand, moi aussi. Comment je peux faire? 4 septembre, est-ce que je l'ai là-dedans, le 4 septembre? Ça, je l'ai. Mis en petit. Voilà, reference date. Ouais. J'ai fait ça. Oui, Ouais, alors vous voyez la plateforme ou pas? oui, je vois. 14, Tesla en 5 minutes. 4 septembre. Voilà, le fameux jour, voilà. Alors, là, ce que vous avez à l'écran, c'est le cours de Tesla en 5 minutes. Là, on a la journée du vendredi 4 septembre. Donc ça, c'est entre les deux traits horizontaux, c'est la journée normale, heure française 15h30, 22h. Et ce que vous avez avec des bougies qui sont d'une couleur légèrement plus pâle qu'avant, c'est ce qu'on Oui. appelle le post-market. Donc là, le marché des options ferme à 22h. Par contre, le marché des actions cote encore. La personne dont je vous parle, elle avait vendu un 415 de mémoire, acheté un 415 parce que c'était un bear call spread. Alors je vais faire un chiffre rond. 415 et un 410. Voilà. Donc la personne, elle avait vendu un bear call spread 410-415. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle elle avait vendu le 410, le call 410 et acheté le call 415. Oui. Quand Tesla était plus bas. Donc ça veut dire que la personne pensait que Tesla n'irait pas au-dessus de 415, parce que sinon son trade était perdant. Elle s'est rendue compte que son trade était perdant, mais elle avait pris une grosse position, cette personne, et je ne sais pas, il n'arrivait pas à fermer la position, je sais pas, il s'est dit perdant, fini à 115 $. Donc de toute manière, comme mes deux options sont ITM dans la monnaie, je vais être exercé sur les deux. Donc je laisse mourir la position comme ça. Donc à 22h, pas de problème, on est au-dessus des cours qu'il avait choisis. Le problème, c'est que ensuite, on a eu une baisse ici, qui s'est produite en post-market. Et ce qui s'est passé, donc il avait vendu celui-ci et acheté celui-ci. Alors, le problème, c'est que quand on est vendeur, logiquement, on est obligé d'être assigné. Oui. Sauf que j'ai découvert qu'il y avait une clause qui s'appelait le Do Not Exercise Request. Et ça veut dire quoi, le Do Not Exercise Request? Ça veut dire que l'acheteur de call ou de put peut demander au broker de ne pas exercer son call ou son put. Il refuse, il se dédouane, il se dégage de l'obligation de posséder les actions pour le call ou de vendre les actions pour le put. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui m'a contacté, elle m'a dit, moi j'étais acheteur ici, et moi, bah, j'ai laissé mourir. Donc quand on laisse mourir et qu'on ne dit rien, on se fait assigner. Donc il était acheteur de call, donc son broker lui a donné, bah, il avait 60 calls. Hein. Son broker lui a donné 60 calls. 60 calls, ça veut dire 6000 actions. Oui, c'est ça. Waouh. Et 6 par 000 contre, actions Tesla, quoi. oui, Avec 1000 euros de compte. oui. C'est Et fou. par contre, comme la personne qui avait acheté les calls ici a dit, mais moi, j'en veux pas des actions. Donc, comme la personne n'en voulait pas des actions, eh ben, son call ici n'a jamais été exercé. Ce qui fait qu'en fait, logiquement, là, il aurait dû acheter 6000 actions Tesla, mais là, il aurait dû les vendre. Donc, Ouais. il aurait sa position, au final, elle aurait dû être neutre. Elle Elle aurait dû aurait être de zéro. Sauf que comme là, le broker n'a pas exercé sur ses calls vendus, eh ben, il s'est retrouvé uniquement acheteur de 6000 actions Tesla à ce prix-là. Et lundi, bien sûr, on n'a pas ouvert en hausse, hein, on a ouvert en baisse. Hein. Ouais.
Donc le mec, il s'est pris une perte de 415 $ jusqu'à 300 l'ouverture, 356. Là, le broker, comme le gars, il n'avait rien fait dans le week-end, et qu'il y a un appel de marge monstrueux, le broker a tout de suite clôturé la position, catastrophe. Sauf que 415 moins 355 fois 6000 actions, ça vous fait une perte de 400 000 $. Et là, c'est, dans ce cas-là, cette personne a des dettes, quoi. Alors là, très honnêtement, ça va se passer devant les tribunaux. Je ne sais pas comment, je n'ai aucune idée, je ne connais pas le principe. À mon avis, ça va finir que la personne va être insolvable et ça va être le broker qui va prendre la perte. Ça, à mon avis, c'est comme ça que ça va finir. Ah ouais. Mais là où c'est vraiment le point important, c'est que j'ai une démonstration un petit peu longue pour vous dire qu'en fait, ce qui est très important, c'est que en fait, même les choses qu'on pense être une certitude, des fois, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que il faut pas conserver des positions, jamais. Parce que vous voyez, là, dans un cas comme celui-ci, alors c'est un cas qui, en 10 ans, j'ai jamais vu ça. Après, donc le gars m'a contacté parce qu'il a fait le tour un peu des gens qui traitent des options pour avoir des conseils et tout, parce que comme il a une dette de 400 000 $ auprès du broker, il ne sait pas trop comment faire. Donc il m'a contacté, moi je lui ai dit, écoutez, c'est la première fois que je vois ça, donc j'ai contacté des market makers, j'ai contacté des gens du CIBO, donc des gens que je connais parce que justement je suis dans le métier depuis longtemps, donc je connais ces gens-là, donc je leur ai demandé. Donc j'ai des explications, je sais que ça peut arriver, il y a des choses qui peuvent exister. Ça, en est une, la clause Do Not Exercise Request, je ne la connaissais pas, je viens de la découvrir. C'est quasiment jamais utilisé, mais voilà, ce jour-là, ça a été utilisé. Ce mec-là a perdu des ronds. Le gars du CIBO avec qui j'ai discuté, il m'a dit, écoute, tu ne reverras jamais ça de ta vie, mais voilà, c'est arrivé une fois. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout le temps, systématiquement, quoi qu'il arrive, clôturer vos positions le dernier jour d'expiration. Ça, il faut que ça devienne un réflexe, c'est une obligation. Parce que même si ça arrive une fois sur tous les 10 ans, ça vous tombe dessus, vous avez vu, alors lui, il avait beaucoup trop de positions, mais rappelez-vous sur Tesla, vous avez pris un lot aussi. Bon, quand l'action valait 2000 $, un lot à 2000 $, ça fait quand même encore une position de 200 000 $. Ouais, bien sûr, hein. Donc malgré tout, si ça vous arrive même avec un seul lot, vous pouviez perdre malgré tout 20, 30, 40 000 $. Donc peut-être même plus que la taille de votre compte, même avec un lot. Là, sur les Iron Condor que vous avez fait, sur JNJ ou je ne sais pas quoi, si vous aviez conservé jusqu'au bout, en pensant être tranquille, etc., peut-être que vous auriez pu tomber sur un cas comme celui-ci. Alors je reviens encore sur le cas en question, le 4 septembre, parce qu'en fait, le 4 septembre, j'ai eu vent de deux choses. La première chose, ce cas particulier avec des calls, où le gars ne s'est pas exercé sur son call vendu, par contre, a été exercé sur son call acheté, et du coup, il a perdu 400 000 $. Et il y a eu un Américain, il y a eu une vidéo sur Internet, donc c'est pour ça que je vous le dis, il y a eu un Américain qui a eu, lui, un truc avec des puts. Il avait fait un bull put spread, donc le bull put, c'est je vends le put qui est ici, et j'achète ce put-là en protection. Et ce qui s'est produit, pareil, on a fini au-dessus du put vendu. Donc il s'est dit, je conserve la totalité de ma prime. Ouais. Je laisse mourir le trade sans problème. Sauf que ce qui s'est passé, c'est comme en post-market, l'action a chuté et que l'acheteur d'options, il a jusqu'à, ça dépend des brokers, mais en tout cas au niveau du OCC, la chambre de compensation, la personne a jusqu'à 1h30 après la clôture pour dire s'il exerce ou pas son put. Alors, comme il y a eu cette grosse baisse là, ici, il y a un acheteur de put qui a exercé son put malgré qu'on ait fini au-dessus là. Ouais. Donc ça veut dire que la personne qui a fait le trade, il pensait être tranquille, et pourtant il a été exercé quand même sur son put à 415. Et comme lui, il était acheteur du put 410, mais qu'on a fini au-dessus, donc il valait 0. Et comme lui, il ne savait pas qu'il allait être exercé, et il n'a pas exercé son option. Donc le gars, il s'est retrouvé avec
l'obligation de vendre, d'acheter, comme il a vendu un put, Ouais. d'acheter les actions à 415 $. Ouais. Et comme il n'avait pas pu exercer son put, et pareil, encore une fois, il a acheté à 415 et on a ouvert à 360 le lundi. Donc, encore une fois, c'est hyper important. Comme vous ne savez pas ce qui peut se passer en post-market et vous ne savez pas si l'acheteur d'options va exercer son put ou pas, ou alors s'il va refuser au contraire d'être asservi sur ces options, le mieux c'est de tout clôturer, même si vous êtes largement gagnant. C'est beaucoup, beaucoup plus sûr. Tant pis, vous dépensez des commissions. Et à partir du moment où c'est un trade spéculatif, il y a un risque. Il y a un risque après market. Donc, sur les actions et les ETF, vous clôturez tout. Ou alors, vous êtes conscient qu'il y a un risque, mais vous êtes prêt à le prendre. Parce que là, le trader américain, il avait fait un trade 415-414, donc un point d'écart seulement. Ouais. Un point d'écart, il l'avait fait 5 fois. Donc 5 fois, ça fait 5 fois 1, $500. Donc il avait un risque de $500. Même moins parce qu'il avait touché un crédit. Mais le risque théorique, c'est $500. Le mec, il a perdu $30 000. Donc c'est vraiment, vraiment important, j'insiste là-dessus, clôturez vos positions de spéculation. Si vous ne voulez pas être exercé, vous clôturez la position. C'est le seul et unique moyen, c'est plus simple. On clôture tout, et comme ça on n'a pas à se soucier du do not request, du machin, du truc, on clôture, et on n'en parle plus. D'accord, Paul, mais comment clôturer, il faut être sûr de pouvoir clôturer, qu'il y ait quelqu'un en face, quoi. On est toujours sûr. Toujours. C'est une question de prix. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas clôturer, c'est parce que vous n'avez pas le bon prix. Mais le market maker, il est obligé de vous exercer. Donc, si vous tradez un actif liquide comme Apple et compagnie, il n'y a aucun souci. Vous allez clôturer à 2-3 cents. C'est vraiment pas un problème. Par contre, si vous tradez Tartampion, l'autre fois, vous m'avez envoyé un symbole, là, je ne sais plus ce que c'était, un ETF où il y avait 300 000 volumes par jour. Sur les actions, hein. Les options, il y avait 30 actions par jour. Non, mais là, c'est sûr que si vous tradez un truc pareil, c'est pas la peine, quoi. L'exercice, vous n'allez pas trouver de prix en face et vous allez peut-être devoir acheter plus cher que ce que vous avez vendu. Ça, c'est possible. Donc, il est hyper important de rester sur des trucs liquides, et c'est pas ce qui manque, et de clôturer. Ou alors, après, il y a une autre solution aussi, c'est de trader les indices, comme le SPX, comme le VIX. Pourquoi? Parce que eux, c'est des indices cash. Donc, si vous voulez, il n'y a pas le problème du lundi, l'ouverture du lundi et compagnie, parce qu'on clôture le vendredi à 22h, et c'est le prix de 22h qui est pris en compte. Donc là, c'est du cash qui est livré, en plus, qui est donné, il n'y a pas d'action, donc il n'y a pas l'ouverture du lundi, on s'en fout que ça ouvre le lundi avec un gap de moins 10%. Le problème a été réglé le vendredi, on a touché du cash, ou on nous a retiré du cash du compte. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ou alors sur des futurs, parce que les futurs, c'est pareil, il y a une heure de clôture qui est déterminée par rapport au prix, et il n'y a pas l'histoire du post-market. Mais dès que vous faites des actions ou des ETF, et que c'est des positions de spéculation, vous clôturez si vous ne voulez pas avoir ce genre de problème.